Ok. Eh bien, donc bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue du coup à ce webinar qui fait partie, qui s'inscrit dans une série de webinars que nous menons au Scaris avec les acteurs de la finance et dont l'enjeu est de sensibiliser au sujet réglementaire et ESG, que ce soit l'ESG réglementaire ou l'ESG partie data. Et donc du coup, je vais me présenter très rapidement avant de commencer. Donc moi, je suis Maxime Puny, je suis responsable commercial chez Scaldrisk. Et donc en quelques mots, donc nous on est un éditeur de logiciels français qui existe depuis 2012 et depuis 2 ans on développe une solution ESG. Et en fait, à travers le développement de cette solution, on a rencontré beaucoup d'acteurs de l'industrie financière. Et lors de tous ces échanges, on s'est rendu compte que il y avait plein de points qui soient réglementaires, data, opérationnels, qui n'étaient pas forcément clairs. Et donc du coup, voilà, l'objectif de ces webinaires, voilà, c'est d'accompagner tous les acteurs de la finance dans la compréhension de ces enjeux réglementaires ESG. Voilà. Donc très rapidement, sur Scalaris, ce qu'on propose sur la partie ESG, c'est une solution qui permet justement de gérer l'impact opérationnel de ces nouvelles réglementations et également de gérer toutes les données qui sont très nombreuses en matière de ESG, qui sont issues de différents providers avec chacun sa spécificité. Et donc, nous, on permet justement de gérer toutes ces données-là. Et donc, aujourd'hui, donc le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est bien de parler de la transition de l'article 173 vers l'article 29. Et pour ça, donc aujourd'hui, je suis accompagné donc de Mayol, du cabinet donc Delsol Avocat, et de Stéphane, qui est consultant expert en climat et énergie. Et donc voilà, je vais vous laisser vous présenter. Comme d'habitude, bien évidemment, l'échange sera modéré par Sarah et moi-même. Donc Sarah qui est cofondatrice et secrétaire générale de l'AFR. Donc je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Donc on va commencer par Mayol. Je te laisse quelques minutes pour te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mayol Fournier de Saint-Jean, je suis avocat au sein du cabinet Delsol qui est présent à Lyon et à Paris. Et voilà, j'interviens sur l'accompagnement des sociétés sur divers sujets, à la fois M&A, mais aussi compliance, finance responsable. Voilà. Ok, super, merci beaucoup Mayol. Stéphane, à toi de jouer, je te laisse te présenter également. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis consultant indépendant basé à La Réunion, mais j'interviens grâce aux moyens modernes de la technologie moderne, un peu partout où on a besoin de moi. Ok, super. Et je laisse du coup la dernière présentation à Sarah, donc la véritable star. Donc je te laisse la main et je te laisse nous en dire un peu plus sur le déroulement du webinaire d'aujourd'hui. Super, merci beaucoup Maxime. Merci Mayol et Stéphane d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Sarah Labbé, je suis cofondatrice et secrétaire générale de l'association Les Acteurs de la Finance Responsable, AFR. Notre association, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui a pour ambition de fédérer une communauté d'acteurs de la finance responsable. Notre objectif, c'est de contribuer au développement des bonnes pratiques sur tous ces enjeux-là. Nous comptons aujourd'hui un petit peu plus de 150 membres. C'est une association qui a un peu plus d'1 an maintenant. Et nos 2 invités, Mayol et Stéphane, font donc partie de l'association. Et quel est mon lien avec Scalerisk ? Côté Scalerisk, je suis consultante et j'accompagne en fait le développement de la plateforme ESG. Comme tu l'as très bien expliqué, Maxime, l'objectif de cette série de webinaires, c'est finalement de sensibiliser à tous ces enjeux réglementaires. Et donc, dans ce cadre-là, on propose chaque mois un webinaire thématique sur un sujet réglementaire ou data qui concerne les institutions financières. Et on a pas mal de choses à faire puisque l'année 2021 sera l'année de la réglementation extra-financière entre l'Union européenne et la France. Tous les acteurs finalement s'inscrivent dans cette dynamique et ils ont travaillé à l'adoption de nombreuses normes. On a disclosure, la taxonomie, la réglementation benchmark. Et toutes ces évolutions du cadre réglementaire, qu'ils soient européens ou français, font une actualité extrêmement riche en termes de nouveautés. Et c'est donc la raison pour laquelle on a choisi de se spécifier un petit peu là-dessus. Les enjeux ESG, forcément, ils vont appeler à une transformation profonde de notre système économique par la meilleure prise en compte de toutes ces questions extra-financières. Et forcément, toute cette transformation impose une refonte de notre cadre réglementaire.
On le sait depuis à peu près 2015, la France s'est très tôt positionnée sur ces sujets avec le fameux article 173 que tout le monde connaît maintenant parce que ça fait pas mal de temps qu'il existe. Sauf que du coup, avec les évolutions réglementaires européennes, eh bien, il va falloir se mettre à jour. Il y a des nouveautés qui arrivent. Et cette mise à jour va passer par l'arrivée du décret d'application de l'article 29 de la loi énergie-climat. Et ce sera donc le thème de notre webinaire du jour. Bien entendu, comme toujours, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat. On les récupère au fur et à mesure et on sera ravis d'y répondre après une rapide présentation et un tour d'horizon de ce sujet qui est l'article 173 vers l'article 29. Pour enchaîner, on va peut-être commencer en entamant cette discussion avec toi, Stéphane. Est-ce que de ton côté, tu peux nous faire une remise en contexte un petit peu de tout ce sujet qui est le sujet réglementaire en France en particulier? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'éléments de contexte, s'il te plaît? Alors, tout à fait. En fait, je commencerai par dire que tout a commencé, en fait, enfin, tout a commencé. Disons que l'implication de la finance dans les discussions climatiques, elle vient pas tout de suite. Et si on reprend l'histoire des négociations climat, en particulier, donc moi je suis un enfant de Kyoto quelque part. J'ai commencé ma carrière quasiment au moment de la signature de Kyoto en 97. Et protocole de Kyoto, il n'y a pas du tout d'enjeux financiers, ou en tout cas pas directement, qui sont explicitement mis dans le texte. Simplement, Kyoto met en place ce qu'on appelle maintenant la carbone finance, et qui renvoie à toutes les mécaniques de crédit carbone, mais c'est le seul élément vraiment financier qui émerge de Kyoto. En revanche, il y a un rapport important qui arrive en 2006, c'est le rapport de Nicolas Stern. Nicolas Stern, c'est un économiste de la Banque mondiale qui rédige un rapport à la demande de la Banque d'Angleterre sur l'impact économique du changement climatique. Et il est évidemment très alarmiste, et encore plus ensuite puisqu'il va faire une mise à jour en 2008 en expliquant qu'en fait il l'avait même sous-estimé. Et il explique deux choses globalement. Il explique d'une part que un investissement précoce de 1% du PIB permettrait globalement de résoudre le problème, et que c'est un investissement qui est 1% du PIB mondial, j'entends, qui est tout à fait, disons, gérable et encaissable, entre guillemets, par l'économie. En revanche, de ne rien faire, ça peut avoir une conséquence très importante, et en particulier, il parle de crise financière pouvant imputer jusqu'à 20% du PIB mondial. Donc c'est vraiment la première fois que c'est un économiste et non pas un climatologue qui s'occupe qui traite le sujet et qui matérialise d'un point de vue économique les conséquences du dérèglement et du changement climatique. Et puis ensuite, il y a donc une série de COP qui sont organisées et qui préparent en fait la suite de protocole de Kyoto, avec parfois un certain nombre d'échecs. Et dans ces différents attendez, hop, voilà. Dans ces différents mouvements arrive en 2015 donc l'accord de Paris, et juste avant, il y a un discours qui a marqué les esprits, qui est le discours de Mac Carney, qui est à l'époque gouverneur de la Banque d'Angleterre, encore une fois décidément, et qui fait un discours d'introduction à une conférence pour la société, la Lloyd's, la société d'assurance, qui s'appelle La tragédie de l'horizon, et qui en fait met en exergue le risque systémique du changement climatique, que fait peser donc le changement climatique sur l'économie mondiale. Et donc ce risque systémique, et ensuite la prise en compte de ce risque systémique est prise en compte dans la rédaction de l'accord de Paris, qui lui-même indique que les flux financiers, comme un objectif en tant que tel, que les flux financiers devront être alignés avec les accords de Paris, sans vraiment spécifier de façon très très concrète de ce que ça veut dire. Il y a au moins cet objectif un petit peu de haut niveau. Et d'un point de vue banque centrale, donc il y a la TCFD qui est créée. Donc la TCFD, c'est la task force sur la disclosure, le reporting du climat et l'exposition au risque climat, qui est mise en place et qui commence donc à travailler sur ce fameux risque systémique, et donc comment le mettre en exergue, et comment surtout arriver à, d'une part, en parler, et d'autre part arriver à en minimiser les risques.
Donc ensuite arrive donc là, ça s'arrête grosso modo en 2015 et donc la première loi, l'article 173, arrive à peu près à ce moment-là et il est le premier qui quelque part reprend un peu l'esprit de la TCFD, qui est donc au départ de traiter le risque climatique. Et donc il y a deux grands risques qui sont évoqués, ce qu'on appelle le risque de transition et le risque physique. Le risque physique, c'est vous avez un investissement dans un asset, et puis une maison, une usine, que sais-je, et qui est menacé physiquement par l'impact du climat. Donc, une maison ou un hôpital ou je ne sais quoi qui est à côté de l'eau, montée des eaux, donc votre asset ne vaut plus tout à fait la même valeur que ce qu'il valait avant. Et puis le risque de transition, donc le risque de transition, c'est imaginons que vous ayez une unité de production de gaz ou de production d'électricité à partir de gaz ou de charbon, et puis il y a un changement de législation, il n'est plus possible de produire cette électricité, encore une fois, donc votre asset perd de la valeur puisque vous ne pouvez pas tout à fait l'exploiter dans la façon dont vous l'avez envisagé avec l'investissement initial. Et donc, encore une fois, c'est donc une perte de valeur et donc un risque qu'on appelle le risque de transition. Donc, vous avez ces deux risques et donc l'article 173 s'appuie sur cette notion de risque et va demander, sur une base plus ou moins volontaire, on va dire volontaire un peu forcée, aux acteurs d'exposer la façon dont ils étaient exposés donc au risque et la façon aussi dont ils traitent ce risque et comment ils peuvent le minimiser. Et puis ensuite, au fil du temps, il y a l'Europe qui rattrape le train de la France, l'Angleterre qui en 2020 donc a adopté directement les principes de la TCFD et donc on arrive maintenant avec l'article 29 dont on va parler plus spécifiquement, qui est quelque part qu'on peut voir comme une sorte d'alignement en fait finalement de l'article 173 sur donc la France avait pris de l'avance et donc maintenant l'Europe rattrape le train et donc un ajustement entre la législation européenne et la législation française. Merci beaucoup Stéphane, c'est parfait comme introduction pour démarrer le sujet. Je pense qu'on a fait le tour des grandes questions et ça permet aussi de mettre en lumière, je pense, le rôle qu'a joué la France sur ces sujets, c'est-à-dire au départ plutôt un rôle de leader et aujourd'hui on a passé le flambeau à l'Union européenne qui est en train d'étendre le sujet et ça nous revient du coup quelque part avec ce fameux article 29. Et du coup, ça me permet de te donner la parole, Mayol, pour justement que tu nous en dises un petit peu plus sur le plan réglementaire sur cet article 173 puis cet article 29, donc finalement des éléments bien plus opérationnels. C'est pour qui? C'est quoi les obligations? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À toi de jouer. Très bien. Alors, je vais essayer d'être concis. Déjà, je vous propose de revenir sur l'article 173 d'un point de vue technique. Effectivement, l'article 173 est venu renforcer les obligations de transparence des investisseurs en élargissant le champ d'application et en renforçant un article précis du Code monétaire et financier, à savoir l'article L533-22-1. Donc, je rentre dans la technique, mais en fait, c'est important parce que demain, si vous voulez aller chercher la réglementation, il faudra aller la chercher sur deux articles, L533-22-1 et sa déclinaison réglementaire qui est D533-16-1. Cette numérotation ne va pas changer. Pourquoi je parle, au moment de l'article 73, pourquoi je parle d'élargissement du champ d'application de L533-22-1 et pas de création un peu ex nihilo? Parce qu'en fait, il y avait déjà un contenu dans cet article depuis les accords de Grenelle 2 de 2010 qui proposait, on est sur la logique du complier explain, donc c'est assez ambigu, que les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel et dans la documentation destinée à l'information des souscripteurs les modalités de prise en compte de leur politique d'investissement, dans leur politique d'investissement des critères ESG. Toutefois, donc, il s'agissait d'un dispositif assez light, qui n'était pas très explicité et qui n'était applicable qu'aux sociétés de gestion d'OPCVM et de certains FIA. Donc, dans ce contexte, l'article 173 va apporter énormément, en fait, constitue même une sorte de petite révolution réglementaire. Pour moi, il y a trois modifications importantes dans l'article L533-22-1. Déjà, l'article 173
à généraliser l'obligation de discloser sur la prise en compte d'objectifs ESG en étendant le dispositif aux investisseurs institutionnels, donc les entreprises d'assurance, de réassurance, mutuelles, institutions de prévoyance, etc. Deuxièmement, il a introduit l'obligation de discloser sur la manière dont l'investisseur prend en compte son exposition aux risques climatiques. Donc, c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu ici la logique de la RSE, avec l'introduction progressive par le législateur de sujets devant obligatoirement être traités, en l'occurrence pour la RSE dans la DPEF, parce que vous savez, dans la RSE, vous avez un article réglementaire qui énumère une foultitude de risques auxquels vous pouvez potentiellement être impacté, et puis il y a l'article L225-102.1 qui énumère quelques sujets que vous devez impérativement traiter, comme le réchauffement climatique ou encore la corruption, etc. Donc là, on retrouve la même logique juridique, l'introduction de l'exposition aux risques climatiques, spécifiquement, au-delà parmi les critères environnementaux que vous pouvez citer. Et troisièmement, en fait, il renforce, via le décret d'application qui modifie l'article L533-16.1 du Code monétaire et financier, les exigences de structuration de la politique ESG des investisseurs. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est déjà assez intéressant de voir que l'article 173 apporte une structure importante. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que après, vous vous rendez compte que finalement, l'article 29 vient en complément de dispositions qui étaient déjà assez précises dans l'article 173. Donc, il demande aux investisseurs de décrire la nature des critères ESG retenus, donc les raisons du choix des principaux critères, liens éventuels à des risques associés au changement climatique, etc., les informations générales utilisées pour l'analyse ESG des émetteurs, et la méthodologie suivie, les résultats de cette analyse ESG, de manière assez précise, donc les caractéristiques de la méthode, l'information sur le périmètre retenu, sur la compatibilité avec l'objectif international de limitation du réchauffement climatique. On a déjà cette notion-là avec l'article 173. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et ensuite, il demande aussi donc, de discloser sur la manière dont sont intégrés dans la politique d'investissement les résultats de l'analyse ESG. Donc, à savoir la description des changements effectués à la suite de cette analyse, la mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des émetteurs et des sociétés de gestion. Tout ça, on l'a déjà avec l'article 173. On peut noter par ailleurs que déjà, cette obligation était fortement allégée pour les entités dont le montant total de bilan consolidé ou combiné ou l'encours géré était inférieur à 500 millions d'euros. On avait déjà ce seuil de 500 millions qui existait. Les limites de l'article 173, tout simplement, l'article 573, déjà, il intervient avant la plupart des textes internationaux dont on parle actuellement, qui sont donc SFDR, CBR, taxonomie, etc. Donc, il n'en tient pas compte juridiquement, alors que plusieurs d'entre eux sont d'application stricte, puisque que ce soit la taxonomie ou SFDR, on est sur des règlements européens, on n'est pas sur des directives, donc on est sur des textes qui s'imposent dans les législations nationales. Donc forcément, il fallait mettre à jour ce point. Ensuite, c'est un élément qu'on pourra rediscuter aussi avec l'article 29, on n'a pas de contrôle effectif réel, ni de sanctions prévues en cas de non-publication. Ce qui ne changera pas vraiment, comme je viens de vous le dire, avec l'article 29, mais on va en reparler. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire d'abord, en premier lieu, sur l'article 173, qui a quand même été l'article, on va dire, structurant dans la législation française sur les reporting ESG. Ensuite, donc s'agissant de l'article 29, qui est concerné déjà? Globalement, à mon sens, on en rediscutait déjà au début, d'ailleurs, au début entre nous, il n'y a pas vraiment de changement très significatif sur les personnes visées. Sont toujours visés approximativement les mêmes investisseurs institutionnels. On retrouve aussi dans le projet de décret d'application qui était censé sortir initialement en mars, et finalement, je comprends, moi j'ai encore regardé ce matin qu'il n'est toujours pas sorti, mais ce projet de décret, vous le trouvez sur Internet, sur le site de la DG Trésor notamment. On retrouve le split entre les entités qui ont un encours ou un bilan inférieur à 500 millions et les entités qui ont un encours ou un bilan supérieur à 500 millions et qui ont des obligations plus importantes. On va rentrer dans le détail. Les principales évolutions législatives, donc l'article 29 vient compléter, modifier l'article L533-22.1. Donc déjà, l'article est adapté par référence à SFDR, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un règlement européen, il est impératif.
Ensuite, il y a une introduction explicite de la notion de risque lié à la biodiversité. Même si, pour rappel, et ça c'est intéressant, on pourra en discuter, hein, mais la biodiversité, elle était déjà présente. Elle était déjà présente parce que tout simplement, la biodiversité, c'est un enjeu environnemental et qu'on parlait déjà d'enjeux environnementaux. Pourquoi on a rajouté la biodiversité? C'est un peu, pour moi, la même analyse que pour la RSE, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que je pense que les investisseurs qui disclosaient ne tenaient pas assez compte de la biodiversité dans le périmètre des enjeux environnementaux et qu'on voulait leur imposer d'en parler. Donc, on introduit explicitement la notion. On introduit aussi la notion de durabilité, telle que définie dans SFDR. Alors, dans SFDR, ils disent qu'il est précisé que par facteur de durabilité, on entend des questions, c'est assez large, hein, des questions environnementales, sociales, de personnel, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, les actes de corruption. Et le risque en matière de durabilité, c'est un événement, une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement. Voilà, c'est les définitions qui sont liées à la durabilité dans la SFDR. Ensuite, plus généralement, l'article 29 apporte des modifications rédactionnelles intéressantes qui soulignent en fait le passage comme on en parlait Stéphane, d'une approche uniquement par les risques à une approche combinée risque-impact. Par exemple, au grand 2 de l'article, vous avez une référence aux moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique. Donc c'est hyper engageant. Les informations à donner sur la lutte contre le changement climatique et non plus la seule exposition aux risques climatiques. Et puis aussi des informations à donner sur le niveau d'investissement en faveur du climat. Donc pareil, vous avez, on passe d'un vocabulaire finalement assez neutre à un vocabulaire plus engagé dans la rédaction de l'article. On consacre aussi finalement le principe qui s'appliquait déjà par défaut, mais qui est celui du comply or explain. Donc si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons, point. C'est un peu light, mais on en discutera. Et puis après, autre élément important qui ne m'a pas sauté aux yeux au début et finalement qui me paraît vraiment fondamental pour les grosses entités, l'obligation pour les entités soumises à la DPEF de faire référence aux politiques mises en œuvre au titre de l'article 29 et plus généralement de SFDR. Ça, pour moi, pourquoi c'est important? Parce que lorsque vous êtes soumis à la DPEF, en général, votre DPEF, elle est auditée. Elle est auditée par un organisme tiers indépendant, ce qui signifie que si, dans votre DPEF, vous devez mentionner des politiques que vous mettez en œuvre pour d'autres obligations légales, à savoir article 29 ou SFDR, l'OTI, il va venir vous voir et il va vous dire, je pense, prouvez-moi qu'il s'agit bien d'une politique. Donc, prouvez-moi que, on va revenir sur la notion de politique, hein, mais prouvez-moi que vous avez clairement identifié vos risques, que vous avez bien évalué les impacts et que vous avez mis en œuvre des actions pour limiter ces impacts. On va revenir dessus. Voilà, donc pour moi, ça c'est aussi un élément important qui a été ajouté et c'est à peu près tout, à mon sens, dans l'évolution de l'article L533-22. Ensuite, je vous propose de parler un peu de la structuration du reporting en tant que tel, qui lui est issu de ce projet de décret d'application. Et ce projet de décret, il va être, une nouvelle fois, il va être inscrit à l'article D533-16.1. Donc, dès que le décret est sorti, vous pouvez aller directement à cet article-là. Et là, vous aurez, j'allais dire, votre liste, votre to-do list, parce que c'est extrêmement bien détaillé, même si on peut encore discuter de certains points qui restent flous. Hein. Pour moi, le projet de décret renforce le cadre de la présentation de l'information et, à mon sens, les exigences de structuration des politiques mises en œuvre par les investisseurs. Donc, comme je vous ai dit, vous savez comme moi qu'une politique ESG efficace doit, un peu comme une politique RSE d'un émetteur, reposer sur 3 piliers: identifier les risques et les enjeux, évaluer l'impact brut de ces risques s'ils se réalisent, c'est-à-dire si rien n'est fait et que l'impact théorique se réalise, le risque théorique se réalise, et puis mettre en œuvre un plan d'action qui regroupe finalement des mesures correctives pour aboutir à un risque net acceptable. Par exemple, par la mise en place d'une politique d'engagement vis-à-vis des émetteurs ou par le choix de désinvestir
partiellement ou totalement d'un secteur. Dans cette logique, l'article D533-16-1, tel qu'il va être modifié, sera structuré en substance comme suit. Vous aurez un grand 2 qui prévoit une sorte de reporting de base pour toutes les entités concernées. Et donc, ici est évoquée la publication d'informations relatives aux critères ESG ou facteurs de durabilité tels que définis par SFDR. Donc, les informations devront être données par grande catégorie de support financier. Pour chaque information, il faudra indiquer notamment la part en pourcentage, le montant en euros des encours du bilan concerné, le périmètre des encours ou du bilan concerné, pardon, le périmètre des entités et des actifs auxquels la prise en compte des critères ESG s'applique, la part de données estimées, données réelles, et lorsqu'un échéancier est fixé, la date d'entrée en application des engagements, lorsqu'une analyse quantitative est nécessaire, les méthodologies appliquées et bases de données utilisées. Donc là, j'ai fait exprès de vous détailler un petit peu cette partie-là, parce que c'est la partie qui s'applique à toutes les entités. Ensuite, vous avez un grand 3 qui prévoit pour le coup un reporting détaillé, beaucoup plus détaillé, pour les entités de plus de 500 millions de bilans ou d'encours essentiellement. Je vous dis essentiellement parce que vous avez 9 sections dans ce grand 3, et il n'y a que la première qui s'applique à toutes les entités, à savoir les informations relatives à la démarche générale de l'entité. Et les autres s'appliquent aux entités de plus de 500 millions. Et globalement, on retrouve plus ou moins la structure telle qu'elle existait, telle qu'elle avait été prévue par l'article 173, mais chaque section a fait l'objet d'indications beaucoup plus détaillées. Alors là, je suis limité par le temps, donc je ne vous les décrirai pas précisément. On va revenir simplement sur les titres de ces sections. Mais je vous invite vraiment, quand l'article entrera en vigueur, à bien regarder ces recommandations. Donc, première section, je vous en ai parlé, on parle des informations relatives à la démarche générale de l'entité. La deuxième section, c'est l'information relative aux moyens internes déployés par l'entité. La troisième, c'est l'information relative à la démarche de prise en compte des critères ESG au niveau de la gouvernance. Et la quatrième, donc c'est sur la stratégie, les informations données sur la stratégie d'engagement de l'entité auprès des émetteurs ou des sociétés de gestion. Là, plus ou moins, on retrouve déjà ce qu'il y avait préalablement, ce qui était déjà préalablement prévu dans 173. La cinquième section, c'est des informations relatives à la part des encours gérés pour des activités en conformité avec les critères définis par le règlement de taxonomie. Donc notamment, on parle de contributions substantielles à l'atténuation du changement climatique, à l'utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques, à la transition vers une économie circulaire, etc. Et puis la part des encours gérés pour des activités reposant au contraire sur l'exploration, la production, la transformation, le raffinage de combustibles fossiles et la commercialisation. Vous avez une sixième section ensuite qui évoque la stratégie d'alignement avec les objectifs internationaux de limitation du réchauffement climatique. Alors, comme je vous ai dit, si on parle que des objectifs internationaux sans détailler, effectivement, c'était déjà quelque chose qui était prévu par 173, sauf que là, évidemment, c'est mis à jour avec l'accord de Paris, l'objectif étant vraiment de corréler finalement les objectifs propres des investisseurs avec des objectifs internationaux tels que définis notamment par l'accord de Paris. Et quelque chose qui existait aussi avec 173 pour les produits financiers et investissements sous-jacents qui sont entièrement réalisés sur le territoire français, avec la stratégie nationale bas carbone mentionnée, alors c'est un peu technique, mais à l'article 222-1B du Code de l'environnement. Cela dit, l'avantage de l'article 29, c'est qu'il détaille cette stratégie nationale bas carbone, donc vous aurez, c'est clairement, vous n'avez pas besoin d'aller forcément rechercher beaucoup d'informations dans d'autres codes. Voilà. Septième section, j'ai bientôt fini, je vous promets. L'information relative à la stratégie d'alignement avec les objectifs long terme liés à la biodiversité. Donc là, c'est vraiment la nouveauté. Hein. C'est extrêmement détaillé. Si vous voulez, on en reparlera. Notamment, il y a des références aux accords internationaux et notamment à la Convention sur la diversité biologique. Ensuite, vous avez une huitième section sur l'information sur les démarches de prise en compte des critères ESG dans la gestion des risques. Et enfin, la neuvième section qui évoque tout simplement les informations sur le plan d'amélioration continue qui aura été mis en œuvre, l'identification des opportunités d'amélioration, etc. Dernière question, à ce stade, l'entrée en vigueur.
Alors, c'est un peu flou. C'est-à-dire que le projet de décret tel qu'il était rédigé évoquait une entrée en vigueur générale pour les reportings en 2022 sur l'exercice 2021, avec une date butoir qui était de mémoire juin 2022, quelque chose comme ça. Sauf que ça matchait pas parce qu'en fait, c'était pas précisément, en fait, il était écrit que c'était les reportings 2022 sur les exercices ouverts à compter du 10 mars 2021. Et ça posait des problèmes de calendrier, de compatibilité avec la fameuse date butoir de juin 2022. D'où le fait que, a priori, le gouvernement aurait modifié sa copie. Donc, je comprends notamment une intervention de Charlotte Garde que Kim m'a rapporté, qu'il y aurait une part des dispositions qui seraient applicables en réalité pour le reporting en 2023 sur l'exercice 2022. Donc, notamment l'alignement des encours sur la taxonomie sur les activités liées aux énergies fossiles, et puis les sections 8 et 9 que je vous ai précédemment évoquées. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur l'article 29. Alors, je n'ai pas évoqué là les limites. Je pense qu'on peut en parler dans la discussion, mais rapidement. La limite principale, évidemment, c'est celle du comply or explain. Une disposition juridique efficace, c'est une disposition qui est clairement présentée, qui fait l'objet d'un contrôle et qui fait l'objet d'une sanction. Ça, je vous parle de manière théorique, hein. C'est-à-dire que vous le voyez d'ailleurs très bien, l'évolution des pratiques des entreprises en matière de lutte contre la corruption dans le cadre de la loi Sapin 2 a été particulièrement efficace parce qu'il y avait un dispositif clairement établi, un contrôle prévu et une sanction qui n'était pas négligeable, et notamment parce qu'il y avait une sanction pénale sur le dirigeant, mais ça c'est un détail. Enfin, c'est pas un détail, mais ici, vous avez un dispositif qui repose uniquement sur la bonne volonté des acteurs et qui repose aussi sur l'espérance que les acteurs, finalement, par les bonnes pratiques, les recommandations de place, par la pression que pourront mettre le grand public aussi et puis les acteurs qui tournent autour des investisseurs institutionnels, que finalement, tous ces investisseurs institutionnels auront tendance à se dire qu'il est préférable de publier ce reporting. Ce sera peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et notamment parce que je ne pense pas que ce soit aussi simple que en matière de RSE, par exemple, où il y a des acteurs très puissants qui, justement, tournent autour des sociétés cotées et qui les ont obligés aussi, d'une certaine manière, à avancer et à avancer plus vite. Et aussi parce qu'en matière de RSE, finalement, c'est la différence. On en parlait hier. Il y a une disposition qui prévoit que n'importe quelle personne intéressée peut saisir le président du tribunal de commerce en référé pour contraindre l'émetteur à publier ces informations. Ce qui n'est pas le cas, en l'occurrence, sauf erreur de ma part, pour le reporting ESG. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Mayol. C'est parfait, c'est très complet, je te remercie. Je pense que voilà, nos participants ont plein d'informations sur le sujet et c'est beaucoup plus clair pour tous. Alors peut-être, je vois que le temps file, je vais donner la main à Stéphane parce que tu as commencé, Mayol, à nous parler des limites. Peut-être que Stéphane, tu as des choses à ajouter sur le sujet. Je sais que nous avons répondu ensemble en février dernier à une consultation sur ces sujets du décret et on a longuement discuté aussi de conserver un regard critique sur ces innovations réglementaires qui sont effectivement une petite révolution depuis 2015 et donc on est toujours très optimiste, je pense, sur le fait que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des régulations qui se mettent en œuvre. Mais il y a aussi des limites et donc Stéphane, je serais curieux de t'entendre un petit peu sur ces limites, sur un regard critique sur le sujet. En fait, donc sur les limites de ces applications, un des points important, ce sont les outils qui sont mis à disposition des différents opérateurs. Donc, comme l'a dit Mayol, on est passé de la notion de risque à une notion d'impact doucement, et donc les outils se sont mis en place petit à petit, mais quand l'article 173 est sorti, et d'ailleurs même quand l'accord de Paris parlait d'alignement des investissements, personne ne savait vraiment de quoi on parlait réellement. On comprend bien comme ça le concept, mais après, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on raisonne sur l'alignement,
est-ce que ça veut dire que l'ensemble des activités d'une entité, ça veut donc y compris la partie verte et la partie brune doivent être complètement alignées, ce qui veut dire évidemment à terme plus de partie brune. Est-ce que ça veut dire forcément un alignement avec du 2 degrés, du bilo? Alors après, il y a une subtilité. Il y en a certains qui disent il y a les scénarios 2 degrés, les scénarios juste en dessous de 2 degrés et les scénarios 1.5. Quel scénario prendre? Quelles sont les sources d'informations? La plupart du temps, les gens utilisent les scénarios de l'AIE, mais les scénarios de l'AIE, ils ont eux-mêmes leurs limites, puisqu'ils sont en général que en CO2, pas en tout gaz à effet de serre. Il y a des secteurs qui ne sont pas couverts, comme l'agriculture, la forêt. Et puis, ça renvoie aussi à des questions de quand on utilise ces scénarios-là, des questions de responsabilité, puisque ces scénarios, en général, ils sont faits par des grandes organisations, l'AIE en l'espèce, qui utilisent des modèles, et c'est les modèles qui attribuent l'effort de telle ou telle réduction d'émissions à tel ou tel pays ou tel et tel secteur. Mais finalement, pourquoi on ferait ça? Pourquoi, enfin, on va dire la dispersion, la répartition de l'effort, cette clé de répartition, il y en a peut-être d'autres qui sont plus à proposer, et surtout dans quelle mesure les pays eux-mêmes acceptent de faire ce qui est proposé dans le scénario de l'AIE. Bref, quand l'article 173 sort, il y a cette idée du législateur de on va apprendre à nager en nageant, et donc on va mettre le dispositif en place, et petit à petit, il va y avoir des objets méthodologiques, des gens qui vont sortir des choses. Et c'est ce qui s'est passé de fait. Il y a eu un certain nombre de méthodologies qui sont sorties. Une des plus connues est portée par De Degree Investing, qui s'appelle PACTA, par exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Et donc PACTA a essayé de mesurer le risque avec les limites que j'ai exposées, c'est-à-dire les limites de scénario, les limites d'appropriation par les pays, les limites sectorielles, et puis le fait aussi que dans ces scénarios, en général, les pays développés sont bien traités, mais dès que vous êtes dans des zones géographiques un peu plus exotiques, c'est tout de suite évidemment une autre histoire. Donc, il y a eu ces méthodologies de risque qui sont sorties et qui sont en train de dériver vers cet impact avec un nouvel indice qui s'appelle l'indice de température, et donc où on mesure en fait un écart sur un portefeuille d'activité entre donc la performance actuelle et puis ce qui serait souhaitable au regard d'objectifs à terme de degrés, 1,5 degré ou entre 1,5 degré et 2 degrés. Bon, ces méthodologies aujourd'hui, elles sont, même si elles ont quand même le mérite d'exister et puis de faire avancer un peu la connaissance et puis aussi la pratique, elles sont quand même pas encore tout à fait au point, puisqu'elles donnent toutes, dès qu'il y a des gens qui font des benchmarks, je vous conseille la lecture pour ceux qui sont intéressés d'un exercice qui a été fait par l'Institut Louis Bachelier d'analyse en profondeur à la demande du ministère de la transition écologique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui a fait un exercice de comparaison des méthodologies, et on s'aperçoit qu'à portefeuille équivalent, les méthodologies donnent des résultats divergents, parfois très divergents sur le mérite de tel ou tel indice boursier. Et puis de l'autre côté, donc on a cette émergence à l'agenda de la biodiversité. Donc la biodiversité, en fait, c'est comme un peu pour dans le schéma climatique. Il y a donc des COP de la biodiversité à l'échelle internationale, dont on voit de plus en plus, donc qui ont de plus en plus de visibilité. La dernière COP biodiversité a eu lieu en Chine, et donc la montée à l'agenda international de la biodiversité est maintenant retranscrite dans des législations plus nationales, et donc avec le même esprit ou la même idée derrière, c'est-à-dire on va apprendre à traiter de la biodiversité comme on a appris, avec plus ou moins de bonheur, à traiter le sujet du climat. Et donc, pour l'instant, on est quand même sur des outils qui n'ont peut-être pas encore tout à fait une maturité extrême. Et donc, il y a là un petit sujet d'intérêt. À noter aussi qu'en dehors de ces outils qui donnent souvent des métriques, il y a bien évidemment aussi un certain nombre de mesures dites un peu soft, donc de gouvernance, de maîtrise de risque, de stratégie, donc d'horizon aussi long terme, qui sont très importantes à mettre en œuvre. Et donc, il faut toujours avoir ces deux outils, c'est-à-dire des outils un peu soft et puis des outils un peu durs. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour l'instant, Sarah, et j'espère que ça te convient.
Merci Stéphane, c'est parfait. Alors du coup, on va peut-être en profiter pour passer à quelques questions. J'en ai plein sous le coude qui vous attendent. Stéphane, puisque tu as commencé à nous introduire les sujets de biodiversité, je pense qu'on met le doigt sur quelque chose d'un petit peu stressant, anxiogène pour certains de nos participants. On se demande tous, mais comment on fait aujourd'hui pour mesurer la biodiversité? C'est un sujet finalement très nouveau, la donnée est un peu manquante. Est-ce que l'un de vous deux a des pistes sur le sujet qui vont peut-être pouvoir en tout cas inspirer certains de nos participants pour aller creuser? Moi, j'en donne une comme ça de tête parce que j'en ai pas mal changé. Il y a pas mal de travaux universitaires qui se font aujourd'hui, donc on commence à faire des ponts entre des travaux universitaires liés à la biologie, à la biodiversité. Je pense aux travaux de l'université de Stanford. Maxime, on en a beaucoup parlé ensemble, mais pas que. Et effectivement, est-ce que Stéphane, par exemple, tu aurais des pistes à donner sur ce sujet-là? Et peut-être Mayol nous dire un peu plus en détail, ok, reporter sur la biodiversité, mais de quoi on parle exactement? Comment on fait finalement? Et comment on va faire demain? Il est clair qu'on va apprendre à nager une fois dans le grand bain, il n'y a pas de doute, mais peut-être si vous avez des pistes, je pense que ça aidera beaucoup nos participants. Alors malheureusement, moi, j'ai pas de piste pour l'instant. C'est un sujet que je maîtrise justement assez mal. Et pour l'avoir, donc moi, j'ai travaillé quelque temps à l'AFD où j'avais des collègues qui étaient en charge de ce sujet, ou en tout cas qui essayaient de traiter ce sujet. Et il y a beaucoup de difficultés. Et c'est d'autant plus difficile que parce que, à contrario, si je reprends par contre un sujet sur lequel que je connais bien, qui est le sujet du climat, le sujet du climat, sa grande force, c'est que c'est un sujet global. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on fait une émission de gaz à effet de serre, ça a un impact global. Pour la biodiversité, on peut peut-être faire via l'effet papillon et des choses comme ça, un peu le pendant, mais disons que c'est vrai que l'impact, enfin en tout cas ma vision, ma perception, je me trompe peut-être, hein, mais ma perception de la biodiversité, c'est que l'impact est plus local et certainement plus lié à un contexte précis de l'action et de l'implémentation du projet. Et du coup, de ce point de vue-là, moi je m'interroge aussi beaucoup de comment on peut arriver à avoir des méthodologies qui soient suffisamment fines pour quand même refléter une réalité. Et de l'autre côté, évidemment, ne pas aller dans quelque chose qui soit trop compliqué et quelque chose qui soit d'un point de vue opérationnel au sens financier du terme, complètement inopérable. Donc j'ai la même question que la personne qui l'a posée. Et si jamais j'y trouve une solution, je ne manquerai pas de la partager. Moi, je me faisais la réflexion que quand vous lisez le projet de décret, que de toute manière, je pense qu'on vous transmettra peut-être par mail, vous vous rendez compte que effectivement, ils disent, il est précisé qu'il faut donner des informations, je vous le lis clairement, sur la stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité. Et ensuite, quand on rentre dans le détail, donc il fait référence, comme je vous l'ai dit, donc aux accords internationaux de la conférence des parties sur la diversité biologique, signataire de la Convention sur la diversité biologique. Et puis, il fait référence aussi, juste après, une analyse de la contribution à la réduction des principales pressions et impacts sur la biodiversité définie par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Bon, tout ça, finalement, moi j'ai l'impression qu'on est sur des références assez macro, et c'est bien le problème, c'est-à-dire que, en soi, c'est pas forcément un problème, mais c'est que je suis pas certain que, en lisant cela, l'investisseur va se dire, bon, ça y est, je sais que en allant voir ces documents, je vais avoir des éléments qui me permettront de définir moi-même ma stratégie d'alignement par rapport à ces objectifs macro sur mon portefeuille. Pour moi, même, je peux vous dire, c'est clairement pas le cas si on prend le cas de la conférence, de la Convention sur la diversité biologique. C'est plutôt des grands principes. Après, le deuxième sujet que je vois, c'est que je me demande s'il n'y a pas un problème de données brutes, données sources, finalement, puisque je n'ai pas l'impression que, finalement, la méthodologie en matière de biodiversité, qui est une méthodologie très claire pour les émetteurs lorsqu'ils publient au titre de leurs obligations RSE dans leur DPEF. J'ai pas l'impression que ce soit très uniformisé, que ce soit très standardisé, contrairement à ce qu'on peut faire justement, comme le disait Stéphane, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, où là, on a quand même des références qui sont claires et même des comparatifs.
Voilà, donc après, moi, la troisième réflexion que j'ai, c'est que très probablement, assez rapidement, des entités externes de différents types, soit des sociétés, soit des organisations à but non lucratif, etc., vont développer des solutions et vont travailler sur des standards, puisque forcément, ce type de réglementation génère aussi des prestations externes qui vont être vendues aux investisseurs pour remplir leur reporting. En termes Voilà, de timing, si je peux me permettre, Mayol, quand on regarde ce qui s'est passé sur le climat, vous voyez, 2015 commence à sortir les premières déclarations sur les histoires d'alignement, etc. Début méthodologie, puis finalement l'Europe commence à se saisir du sujet 2019, 2020, etc. Et donc on voit qu'il y a au moins un délai de 5-6 ans avant qu'on commence à voir des choses vraiment. Et là, ce qui va vraiment marquer les esprits, typiquement, je pense sur la partie climat, c'est la taxonomie européenne qui va quand même commencer à faire un premier filtre entre ce qu'on se considère vert et ce qu'on se considère gris, on va dire gris ou noir. Merci à tous les deux. Effectivement, alors on va enchaîner avec quelques réponses rapides et des demandes d'informations complémentaires. On a d'abord Stéphane qui te demande, Mayol, si tu as un lien pour suivre tous les points que tu as présentés. Alors je pense que envoyer le décret peut être efficace ou peut-être autre chose, si tu as autre chose à conseiller à Stéphane pour pouvoir suivre l'avancée de ses travaux au fur et à mesure. Parce que tu lui as dit beaucoup de choses, tu nous as dit beaucoup de choses et je pense que voilà, une petite fiche récap n'aurait pas de mal. Si tu as un lien à partager, n'hésite pas. Oui. Alors après, alors spécifiquement sur l'article 29, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Donc je pense que en fait, la base la plus certaine et la plus sécurisée, finalement, c'est de prendre le projet de décret. Donc je pense que c'est important éventuellement qu'on vous l'envoie si on a votre adresse mail, mais surtout, au-delà du projet de décret, c'est attendre que finalement, dans un second temps, c'est dès que le décret est sorti, se référer directement à l'article, déjà parce qu'il sera plus lisible que le projet de décret, et ensuite parce que vous aurez vraiment l'information définitive. Mais oui, sinon, moi, ce que je vous ai dit, pour l'essentiel, hein, c'est dans le projet de décret, et je vous encourage à aller le consulter, puisqu'il y a beaucoup de... Justement, il y a des détails qui vous donnent un peu l'esprit la manière attendue pour répondre en fait à chacune des exigences de publication d'informations. Et c'est assez précis quand même, je trouve. Voilà. Merci beaucoup, Mayol. Une autre question, je crois que c'est pour toi, Stéphane, cette fois-ci. J'ai Patrick qui nous demande la référence de l'étude de l'Institut Louis Bachelier. Je crois que c'est toi qui en as parlé. De la même façon, est-ce que tu l'as en tête ou est-ce que tu pourras nous le partager, soit dans le chat ou on le renverra par email, fonction de ce qui t'arrange? Dis-nous tout. Oui, c'est très facile. En fait, il suffit de taper Cookbook, donc le livre de cuisine de Louis Bachelier. Mais ce que je vais faire, c'est je vais partager le lien tout de suite. Elle est facile à trouver. Si vous tapez Louis Bachelier Cookbook, et normalement ça doit sortir. Et elle est très détaillée, très technique. Donc pour ceux qui veulent bien aller au fond de ce sujet-là, je la conseille fortement. Super, c'est parfait. Et effectivement, je vois qu'on a des participants super efficaces de l'autre côté qui nous partagent le lien. Donc, voilà, parfait. Merci à tous. On va enchaîner avec une question de Vincent. Je pense qu'elle sera peut-être plutôt pour toi, Stéphane. Vincent nous dit, en termes de publication de mesures relatives au climat, quelles sont les données exigées pour les entreprises et pour les investisseurs, mis à part l'empreinte carbone? Comment, au-delà de l'empreinte carbone, quelles sont les autres méthodes pour mesurer ce sujet du changement climatique? Alors, il y a peut-être un peu de TCFD, c'est une question assez large, mais si vous faites de façon très pédagogique, Stéphane, à part l'empreinte carbone, de quoi on parle quand on parle d'indicateurs de changement climatique? En fait, l'empreinte carbone, c'est qu'un bout du chemin parce que ça mesure que les émissions de CO2 avec une responsabilité. Puis derrière, d'ailleurs, ça renvoie à déjà à un certain nombre d'hypothèses. Alors, dans les grandes hypothèses qui sont faites, c'est est-ce que c'est en CO2 équivalent ou pas, donc est-ce qu'on prend tous les gaz à effet de serre ou pas? Si on prend le méthane, quel est l'horizon de temps retenu? Est-ce que c'est à 100 ans ou est-ce que c'est à 20 ans? Et puis enfin, il y a certains qui prennent comme indicateur plutôt que des émissions de CO2, il y a aussi, ou de CO2 équivalent, des indices, c'est-à-dire des tonnes de CO2 pour Total par mégajoule,
pour Danone par tonne de produits vendus, pour un certain nombre d'institutions financières par dollar investis, etc., etc. Donc des indices pertinents pour le secteur. Et donc il y a cette première idée. Et puis ensuite, ce qui se passe surtout dans l'environnement financier, c'est que souvent, il y a des grandes difficultés, en tout cas, il y a beaucoup de débats sur la responsabilité réelle des banques dans le fameux scope 3. C'est-à-dire qu'il est toujours facile, donc il y a la frontière, la question de la frontière. C'est-à-dire que pour une banque et n'importe quelle entité, en général, c'est assez facile de faire un calcul de ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, c'est-à-dire les émissions dont on a la responsabilité. Pour une banque, ces bâtiments, globalement, et puis l'électricité consommée par ces bâtiments. Et le scope 3, c'est quoi? C'est les investissements qui sont portés par la banque. Et ça, les investissements qui sont portés par la banque, c'est souvent assez compliqué à mesurer. Et pour illustrer le propos, on se rend compte, par exemple, qu'il y a eu récemment, je ne sais pas si vous avez vu, un rapport Oxfam qui est sorti en octobre dernier qui dit que les banques françaises émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment de lire le rapport et après de lire la réponse des banques, puisque sur le site d'Oxfam, il y a aussi la réponse des banques, ce que je trouve d'ailleurs très bien. Et la réponse des banques, une partie de la réponse des banques, c'est de dire, attendez, nous, on ne mesure pas comme vous, déjà. Et donc ce qu'a utilisé Oxfam, c'est une méthodologie qui a été développée par Carbone 4, et puis le cabinet de conseil, et puis de l'autre côté, qui utilise donc une méthodologie dite bottom-up, sans rentrer trop dans le détail de calcul, c'est juste, ils reprennent donc l'ensemble des actifs et ils remontent le calcul avec un certain nombre de règles de répartition et d'agrégation des émissions. Et de l'autre côté, donc, par exemple, Crédit Agricole qui dit « Moi, je trouve que votre méthode, elle me donne trop de responsabilités. » Et en fait, la bonne méthode, c'est de faire une méthode top-down, c'est-à-dire en fait avec une répartition des émissions et qui prenne plus en compte le poids de la banque dans l'économie mondiale et dans l'économie française. Et de cette manière-là, ils arrivent évidemment à un résultat très différent puisqu'il y a au moins un facteur 4 ou 5 dans le total des émissions. Et il faut savoir qu'en plus, cette problématique-là du scope 3, elle est très prégnante pour le secteur financier. C'est-à-dire que, je ne sais pas, au moins 99,9% des émissions d'une banque, c'est le scope 3. Alors que dans beaucoup d'autres secteurs, c'est parfois, vous prenez dans le secteur électrique, le scope 3, il est plutôt minime. Vous prenez un acteur comme Total, le scope 3, c'est peut-être 75 ou 80% ou 85% de la responsabilité. Pour les banques, c'est vraiment l'essentiel. Donc, le sujet est vraiment très prégnant. Et puis enfin, donc, on peut avoir donc cette idée d'émission tonnes de CO2. On peut se dire, vous avez compris, en émission absolue, c'est-à-dire des tonnes de CO2 ou de l'indice. Et puis enfin, donc, il y a un certain nombre d'acteurs, et je l'ai déjà évoqué, qui sont en train en fait de basculer vers cet indice d'ITR. Donc historiquement, ces méthodologies, elles étaient plus développées pour mesurer un risque. Donc elles avaient des espèces de codes couleurs ou des scores vert, rouge et orange, suivant votre niveau de risque, soit en transition, soit en adaptation. Et puis donc vous avez maintenant donc ces méthodologies qui développent, donc c'est vraiment le dernier truc à la mode, les indices de température. Et puis on vous dit cette société, elle est alignée sur du 2 degrés, etc. Donc on mesure finalement un écart vis-à-vis d'une trajectoire supposée d'une trajectoire supposée pour atteindre des objectifs de climat. Donc vous voyez qu'en fait, la mesure le bilan carbone en tant que tel historique, il est en train de beaucoup bouger. Et d'ailleurs, une des critiques de cet indice, c'est qu'il est pas prospectif. Il est très statique. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ailleurs de banques, et c'est aussi reproché, de banques ou même d'institutions, qu'on va noter dans ces indices, ces fameux indices ETR, au regard de leurs engagements futurs. On dit, cette structure, elle est vachement bien parce que demain, elle dit, je vais raser gratos. J'espère que j'ai été clair. Très clair, Stéphane, merci beaucoup. Et c'est effectivement très important de garder ce regard critique, c'est-à-dire que voilà, noter sur des engagements et des actes futurs, ça pourra coincer demain, donc restons vigilants, quoi qu'il arrive.
Je vais enchaîner peut-être avec une question pour Mayol. Mayol, tout à l'heure, tu nous as indiqué que les obligations allaient différer en fonction de la taille de l'institution. Et du coup, on a une question sur le sujet. Est-ce que tu peux revenir rapidement là-dessus et donner un petit peu plus de précision sur les obligations en fonction de la taille cette fois-ci? D'accord. Je vous avais évoqué, d'ailleurs, je vous ai partagé le projet de décret dans le chat. Donc, ça vous parlera plus quand je vous parle de grand 2, grand 3. Mais en gros, je vous avais évoqué un petit peu dans le détail un grand 2 dans ce décret, dans l'article en fait D533-16.1, qui s'appliquait à tout le monde. Et puis un grand 3 avec 9 sections, dont la première s'appliquait à tout le monde, mais pas les suivantes. Et donc les suivantes s'appliquent uniquement aux entités ayant un bilan ou un encours de plus de 500 millions. Et donc les suivantes en question sont en fait très significatives puisqu'elles constituent, voilà, je suis sur le projet de décret en même temps, elles constituent, on va dire, un tiers du projet de décret quand même, hein, plus ou moins en volume. Et en fait, c'est là où vous retrouvez notamment toutes les informations relatives, enfin plus précises, relatives à la stratégie d'engagement, relatives à la part des encours conforme à la taxonomie ou dans le raffinage, et puis aux stratégies d'alignement avec des objectifs internationaux, et notamment en matière de biodiversité et de gestion des risques aussi, et les questions d'intégration des critères ESG dans la gestion des risques. Donc, je pourrais revenir dessus plus en détail, mais je vous avoue que comme ça représente un tiers du décret, c'est vraiment technique. Simplement, je peux vous donner une illustration, par exemple, avec, je vais prendre la gestion des risques si je la retrouve. Voilà. Dans la gestion des risques, on vous demande précisément, en fait, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, le contenu essentiellement du projet de décret vise à accompagner les investisseurs institutionnels afin d'avoir des garanties sur la qualité de la politique qu'ils mettront en œuvre. Et dans ce cadre-là, par exemple, sur la gestion des risques, vous avez un paragraphe dans lequel il est précisé que vous devez mettre en place un processus d'identification, d'évaluation, de priorisation, de gestion des risques liés à la prise en compte des critères environnementaux, etc. La manière dont les risques sont intégrés au cadre conventionnel de gestion des risques de l'entité, la manière avec laquelle ce processus est aligné avec les recommandations des autorités européennes de surveillance du système européen de surveillance financière. Et puis, vous avez un autre paragraphe qui précise la description des principaux risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance. Donc, qui comprend, il est précisé notamment que vous devez indiquer pour chacun de ces risques une caractérisation des risques, notamment leur caractère actuel ou émergent, exogène, endogène à l'entité, leur occurrence, leur intensité. Bref, je pourrais continuer en fait sur tout le paragraphe, mais je pense que l'esprit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on attend essentiellement des grosses entités des exigences en termes de contenu, des politiques mises en œuvre, et l'essentiel étant, je pense, dans l'esprit aussi l'objectif étant aussi, je pense, dans l'esprit du législateur, d'obtenir une certaine forme de standardisation. Parce que finalement, c'est aussi ça l'enjeu. Et dans toutes les législations, toutes les réglementations européennes en matière financière, que ce soit pour PRIPS, AIFM, etc., vous avez cette préoccupation de permettre une certaine forme de comparabilité des produits sous différents angles en fonction des réglementations. Et là, en l'occurrence, c'est un peu la même chose avec les questions ESG. L'objectif, c'est on vous donne une to-do list très précise, parce que comme vous êtes des entités supérieures à 500 millions, on considère que vous présentez plus d'enjeux qu'une entité qui a un encours inférieur à 100 millions. Et on vous donne une to-do list très précise pour que vous la respectiez et finalement qu'on puisse opérer, in fine, que le public puisse opérer, in fine, une comparabilité entre les portefeuilles. C'est d'abord ça l'enjeu. Et puis aussi une certaine garantie de transparence. On en a beaucoup parlé entre nous et pour être honnête aussi, on a discuté même avec l'AFR. Hein, on a essayé de discuter avec Bercy, notamment sur ce seuil de 500 millions, parce que on pense que les obligations générées
pour les entités dont l'encours est supérieur à 500 millions seront très significatives et notamment très chronophages, qu'elles vont nécessiter d'être staffées correctement pour pouvoir mettre en place les process. Mettre en place un process en interne, c'est pas forcément simple, notamment quand on parle de cartographie des risques, d'aller à la pêche à l'information sur chaque portefeuille, de mettre en place une politique d'engagement vis-à-vis des émetteurs. Ça veut dire être en contact avec les émetteurs, leur imposer une politique de vote, votre politique de vote, etc. Donc ça, c'est extrêmement chronophage. Donc je pense qu'il va falloir staffer, si ce n'est pas déjà le cas, pour les entités concernées, vraiment renforcer le staff pour ces missions-là. Voilà ce que je peux vous dire, et je peux que vous inviter à prendre connaissance de cette liste, comme je vous ai dit, qui est évoquée dans le projet de décret, parce qu'elle est assez longue. Donc voilà. Okay. Merci beaucoup Maëlle pour ces explications super détaillées. Il y a 2 petites questions qui me restent à traiter, et puis après on arrêtera parce qu'on est déjà un peu en train de dépasser. La première question, c'est celle de Stéphane, qui nous dit: il n'y a donc aucun impact changement sur l'article 173 que nous devons publier cette année. C'est un peu le ressenti, je pense. Moi, je dirais, après, je suis désolé Stéphane, tu voulais peut-être en parler, mais… Non, vas-y. Moi, naturellement, je dirais que, stricto sensu, il n'y a pas d'impact. Maintenant, étant donné que le changement est relativement proche, hein, puisqu'on parle d'une échéance 2022 sur l'exercice 2021, peut-être pas pour tout, mais au moins pour une partie des obligations, ça peut avoir du sens de commencer à s'entraîner, à travailler en fait le reporting de l'année prochaine. Même si vous ne publierez pas forcément toutes les informations que vous avez commencé à travailler, mais si vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre d'informations aujourd'hui que vous n'avez pas et qu'il faut, pour les obtenir, il vous faut un certain nombre de process, de mettre en place un certain nombre de process pour publier quelque chose de cohérent et de juste, c'est peut-être important, dès maintenant, de commencer à bien s'immerger dans ce qui vous attendra l'année prochaine, quitte à faire même un exercice blanc pour certaines questions, commencer à mettre en place des process pour avoir la garantie que l'information que vous obtiendrez sera de la qualité attendue in fine l'année prochaine, quoi. C'est ce que je peux vous recommander. Ça marche. Alors, on va passer, donc il y a une autre question qui s'est ajoutée, on va la traiter très rapidement, je pense. Mais hop, je viens d'en perdre une. Ah oui, il y avait une question assez intéressante de Jean-Paul qui nous disait: est-ce qu'il y a des parutions et des best practices sur la mise en place opérationnelle de ces reporting par certaines organisations? Est-ce que vous avez des exemples, que ce soit Maëlle ou Stéphane? Je vais peut-être faire un petit peu pour des institutions qui font pas mal, qui bossent même très bien sur le sujet. Donc, je vous invite à aller lire les livres de l'AFG qui sont toujours super. Ils en ont sorti en 2016, en 2017, en 2018. C'est même intéressant, je trouve, de relire un petit peu ces historiques au fil des années parce qu'on voit les pratiques évoluer. Stéphane le disait très bien, les pratiques bougent et les standards, ils sont en train de se construire. Donc, regardez ce qui se faisait en 2017 vs ce qui se faisait en 2020. On voit déjà des changements. Je pense que Novetic aussi a fait toute une série de reporting en étudiant en fait les pratiques de place. Les synthétiser, c'est des données qui sont super intéressantes. Je crois que Finance for Tomorrow aussi en a fait un très bien, qui à mon avis, il y en aura des nouveaux qui vont sortir cette année, mais voilà les 3 institutions auxquelles je pense. Je ne sais pas si Stéphane ou Maëlle, vous avez d'autres lectures de chevet un peu sympas pour nos participants, mais en voilà déjà quelques-unes. Moi, j'ai pas de recommandations particulières à faire. Juste aussi, je vous conseille, il y a les Annales des mines qui ont sorti un numéro spécial sur la finance et dans lequel il y a un article aussi qui est assez intéressant, qui reprend plus ou moins les conclusions du cookbook que j'ai évoqué tout à l'heure, mais qui est un petit peu plus synthétique et puis qui est en français, même si l'anglais se lit facilement. C'est toujours un peu plus sympathique de lire en français, donc que je vous conseille, mais j'arrive pas à le mettre sur le chat, mais éventuellement, voilà, je vous conseille. Il y a Annales des mines, il y a tout un numéro sur la finance responsable qui est proposé et qui est assez intéressant. Moi, j'ai aussi trouvé bon, même s'il est un peu généraliste, je ne sais pas si vous aurez vos réponses pour le coup, mais un guide professionnel qui a été publié effectivement par l'AFG avec Deloitte, qui date de décembre 2020, que vous trouvez assez facilement sur Internet, hein, qui s'appelle Finances durables, réglementation applicable aux sociétés de gestion, et qui dépeint un peu un tableau des différentes réglementations
applicables ou qui seront ou en voie d'application, notamment SFDR, l'article 29, même s'il n'y a pas grand-chose dessus, et puis aussi tout ce qui est benchmark climat, taxonomie, etc., avec en annexe des éléments intéressants aussi, des précisions sur le type d'informations sociales, environnementales à reporter. Parce que c'est une des différences d'ailleurs avec la RSE finalement, c'est que le législateur en matière de RSE a prévu un article réglementaire qui liste un certain nombre d'enjeux socio-environnementaux en disant vous n'êtes pas obligé de communiquer sur tout. Avant d'ailleurs, c'était la règle, c'est qu'on devait communiquer sur tout, mais aujourd'hui, ils nous disent, vous n'êtes pas obligé de communiquer sur tout, mais voilà, vous pouvez vous en inspirer, ça vous donnera peut-être des idées, parce que si jamais vous êtes concerné, à ce moment-là, disclosez. Et vous n'avez pas la même chose, en fait. Vous n'avez pas l'équivalent pour le reporting au titre de l'article 29, sauf erreur de ma part. Vous n'avez pas cette liste un peu à la Prévert qui vous dit, voilà, quand on parle d'indicateurs de gouvernance, on parle de ça. Et donc là, c'est un peu le travail qui est fait, qui apparaît à la fin de ce guide professionnel de l'AFG. Même si, pareil, si vous avez quoi, vous avez peut-être une cinquantaine ou une centaine entre 50 et 60 critères, et 50 et 100 critères, mais ça vous donne des idées. Après, sur les méthodologies, peut-être que je vais dire une bêtise, Stéphane, mais est-ce que aussi, finalement, l'ADEME n'est pas une source assez fiable, parce que c'est souvent à elle qu'on se réfère. Oui et non. En fait, c'est surtout que l'ADEME a publié sa propre méthodologie qui s'appelle ACT, avec donc c'est un espèce de mixte entre donc la mise en place de mesures un peu soft d'organisation et puis la proposition de méthodes un peu plus hard type PACTA ou autre. Et je vous conseille du coup, je vous renvoie à la méthodologie ACT dédiée au secteur financier sur le site de l'ADEME. Mais du coup, l'ADEME elle est plus préconisatrice d'une approche un peu globale, en disant si vous voulez vraiment vous aligner avec les objectifs de l'accord de Paris, voilà ce que je vous propose de faire. Ok, ça marche. Alors, je pense qu'on a fait un petit tour du sujet. C'était hyper intéressant. On n'aura pas le temps de traiter les autres questions qui arrivent dernière minute. On est vraiment en train de dépasser. Donc, on y répondra certainement par mail. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on va vous envoyer par mail tous les documents qui ont été cités, des supports et d'autres choses qui pourraient potentiellement arriver dans notre réflexion quand on débriefera de tout ça. Donc, pour vraiment vous aiguiller. Donc, merci à tous d'avoir participé. Et on se retrouve du coup le mois prochain. La date n'est pas encore sûre, ce sera le 6 ou le 13, ça dépend de pas mal de choses. Mais ce sera autour de l'engagement actionnarial et notamment autour du cas Danone qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps. Et donc, on animera ça le mois prochain et on vous en dira un peu plus par mail dans les jours qui suivent. Voilà, donc merci beaucoup, merci Mayol, merci Stéphane, merci Sarah pour ce webinaire qui était très intéressant. Et voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.